Il existe une forme de solitude particulière qui s'installe lorsque les enfants que vous avez élevés oublient d'appeler. Jean Dubois connaissait bien ce sentiment. À 65 ans, il avait passé plus d'anniversaires seul qu'il ne voulait bien l'admettre. Lorsqu'il vit une grande maison de campagne saisie pour impayés fiscaux et mise en vente pour 10 €, il l'acheta sans la moindre hésitation. La demeure tombait en ruine, cachée au milieu des pins parasols, avec un vieil avion de tourisme rouillé posé dans le jardin comme un souvenir oublié. Il pensait que ce serait un endroit tranquille pour finir ses jours. C'est alors qu'il découvrit le panneau secret dans le bureau. À l'intérieur se trouvaient des lettres scellées, de vieilles cartes de vol et un magnétophone. Le pilote qui avait vécu là avait effectué des missions de sauvetage secrètes à l'étranger et laissé un dernier message pour une fille qu'il n'avait jamais retrouvée. Ce que Jean s'apprêtait à découvrir allait tout changer. Le matin où Jean Dubois ferma à clé la porte de son atelier de réparation pour la dernière fois, il resta un long moment sur le trottoir, les clés lourdes dans sa paume. 42 ans qu'il possédait ce bâtiment de la rue des Tilleuls, dans un village de Normandie. 42 ans de sol en béton taché d'huile, d'odeur de flux de soudure et du poids confortable d'outils qui s'adaptaient à ses mains comme de vieux amis. Il avait acheté l'atelier en 1983, juste après la mort de Monique. Les enfants étaient si jeunes alors, Nicolas avait à peine 10 ans, Sandrine 7, et Stéphane tout juste 3 ans. Un père célibataire avec 3 enfants en deuil et un prêt qu'il pouvait à peine rembourser. L'atelier de réparation avait été à la fois son salut et sa prison. Pendant que d'autres pères entraînaient des équipes de football ou partaient en week-end de camping, Jean était penché sur des circuits imprimés et des blocs moteurs, apprenant à tout réparer, des grille-pains aux tondeuses à gazon, en passant par un téléviseur occasionnel. Les enfants avaient fait leur devoir sur l'établi du fond, entourés par le bourdonnement des néons et l'odeur métallique de l'huile de machine. Il leur avait appris à tous à utiliser un multimètre, à diagnostiquer un problème avec patience et logique. Nicolas était méthodique, suivant les instructions à la lettre. Sandrine était rapide et intuitive, réparant souvent les choses avant même que Jean ait pu expliquer le problème. Stéphane, lui, voulait surtout être près de son père, se contentant de lui tendre les outils et de poser une infinité de questions sur le fonctionnement des choses. Où étaient passés ses enfants? Nicolas avait maintenant 52 ans, avocat d'affaires à Nantes, avec un bureau d'anglais et une vue sur la Loire. Il appelait tous les 2 ou 3 mois, des conversations brèves et professionnelles, s'enquérant de la santé de Jean comme on s'informerait du portefeuille d'un client. Sandrine avait fait fortune dans la promotion immobilière commerciale, toujours en vol entre Bordeaux et Lyon, sa voix au téléphone perpétuellement distraite par le bruit des portières de voitures et des annonces de gare. Stéphane, le petit dernier, avait suivi l'argent de la tech à Toulouse, travaillant comme consultant pour des startups. Il envoyait des SMS pour les fêtes, courts, efficaces, ne demandant rien. Ils avaient tous des enfants maintenant. Jean avait 5 petits-enfants dont il ne connaissait les visages que par les cartes de vœux et les photos Facebook que sa voisine Gisèle l'aidait à regarder sur son ordinateur. Les 2 garçons de Nicolas étaient déjà adolescents. La fille de Sandrine était au collège. Stéphane avait des jumelles qui venaient d'entrer en maternelle. Jean avait été invité à exactement 3 de leurs fêtes d'anniversaire au cours des 5 dernières années. Il ne leur en voulait pas. Pas vraiment. Il avait été là pour chaque genou écorché et chaque spectacle d'école quand ils étaient jeunes, mais il avait aussi été distant, épuisé par le travail, vidé émotionnellement par l'absence de Monique. Il avait subvenu à leurs besoins, les avait gardés en sécurité, s'était assuré qu'ils ne manquent de rien. Mais les avait-il vraiment connus? Avait-il posé les bonnes questions, écouté les réponses qui comptaient? Le grand livre de l'atelier de réparation se trouvait maintenant dans une boîte en carton dans sa camionnette, ce vieux registre relié de cuir où il avait consigné chaque travail pendant 4 décennies. Nom et adresse, description des réparations, montant payé. Parfois, il avait écrit de petites notes pour lui-même, radio de Madame Martin, celle de son mari, manipulée avec soin, ou, ampli guitare du petit Jacobson, premier concert ce week-end, priorité. Le registre était une carte de toute sa vie d'adulte, et le parcourir, c'était comme se promener dans un cimetière de petites bontés dont personne ne se souvenait. Il avait vendu l'atelier à un jeune couple qui voulait le transformer en torréfacteur artisanal. Ils avaient été polis et enthousiastes, parlant de briques apparentes et de mélanges de café d'exception. Ils avaient promis de conserver la vieille enseigne, celle qui disait « Réparation du bois ». On répare ce qui est cassé. Jean avait hoché la tête, signé les papiers et déposé leur chèque à la banque. L'argent n'était pas énorme, mais c'était suffisant.
Suffisant pour quoi? Il n'en était pas tout à fait sûr. Ce soir-là, seul dans sa petite maison louée en bordure du village, Jean s'était assis à sa table de cuisine avec une bouteille du vin préféré de Monique. Il en avait gardé une au fond d'un placard pendant 24 ans. Il avait fait défiler les annonces immobilières sur son ordinateur portable. Il ne cherchait rien de particulier. Il regardait, c'est tout. C'est là qu'il l'avait trouvé. Vente aux enchères pour impayés fiscaux, mise à prix minimal de 10 €. L'annonce disait « Maison de campagne de style victorien, 400 mètres carrés, 1,5 hectares, dans un coin reculé de la Drôme. Vendue en l'état. La propriété inclut les dépendances et les biens personnels. Pas de visite, pas d'inspection. Vendue sans être vue. » Les photos montraient une maison qui avait clairement été magnifique autrefois, peut-être il y a 70 ou 80 ans. 3 étages de bardage en bois patiné, une véranda qui s'affaissait au milieu, des fenêtres sombres et vides. Le jardin était retourné à l'état sauvage, les pins parasols pressant de près, les ronces envahissant ce qui avait pu être un jardin. Et là, dans le jardin de devant, comme une décoration de pelouse bizarre, se trouvait un petit avion de tourisme, peut-être des années 60. Sa peinture était passée au gris, ses roues enfoncées dans la terre. À côté de l'avion se trouvait une vieille voiture de collection sportive, posée sur des pneus à plat sous un pin. L'annonce précisait que le propriétaire précédent était décédé sans héritier et avec une dette fiscale considérable. Le département avait saisi le bien et le vendait pour ce qu'il pouvait en tirer, juste pour apurer les comptes. Mise à prix minimal, 10 €. Jean avait fixé l'annonce pendant 1 heure, se versant verre après verre d'un vin dont il ne sentait même pas le goût. La maison ressemblait à l'incarnation physique de la solitude, abandonnée et oubliée, lentement reprise par la forêt. Il pensa à sa location vide, à son atelier vide, à son agenda vide qui s'étirait vers une retraite vide. À 23h30 ce soir-là, légèrement ivre et peut-être stupide, il avait créé un compte sur le site des enchères du département et avait placé une offre. 10 €. Il avait gagné. La paperasse avait pris 3 semaines. Personne d'autre n'avait enchéri. Personne ne voulait d'une maison de campagne en ruine, à des heures de nulle part, pleine des possessions et des problèmes de quelqu'un d'autre. Mais Jean signa chaque formulaire, paya chaque frais, et par un matin gris d'octobre, il chargea sa camionnette avec tout ce qu'il possédait, ce qui n'était pas grand-chose, et prit la route vers le sud. La maison de campagne était pire en personne. Et meilleure, aussi, d'une certaine manière. Pire, parce que les photos n'avaient pas capturé l'ampleur de la négligence, la façon dont les marches du porche semblaient spongieuses sous ses pieds, les fenêtres brisées au 3e étage, l'odeur de pourriture et de nids d'animaux. Meilleure, parce qu'elle était réelle, solide, un problème qu'il pourrait peut-être résoudre avec ses mains, ses outils et son temps. Il avait fait le tour du périmètre le premier jour, faisant l'inventaire. L'avion de tourisme était un modèle de la fin des années 60. Il n'avait probablement pas volé depuis 30 ans. La voiture de collection sportive était ensevelie sous les aiguilles de pin et les fientes d'oiseaux, mais peut-être récupérable. Les dépendances comprenaient un atelier au toit effondré et un garage qui penchait dangereusement d'un côté. À l'intérieur, la maison était une capsule temporelle, des meubles recouverts de draps poussiéreux, des calendriers vieux de plusieurs décennies au mur, des placards de cuisine pleins de vaisselle et de verre. Quiconque avait vécu ici s'était simplement arrêté, comme s'il était sorti un jour pour ne jamais revenir. Cette première nuit, Jean avait déroulé son sac de couchage sur le parquet poussiéreux de ce qui avait dû être un salon. Il était resté éveillé, écoutant la maison craquer et gémir, le vent qui soufflait dans les pins dehors, et il s'était demandé ce qu'il pensait faire ici. La réponse lui était venue juste avant de s'endormir. Il cherchait quelque chose. Il ne savait pas encore quoi, mais il le saurait quand il le trouverait. Jean passa la première semaine à essayer de rendre la maison habitable. Il colmata les pires fuites du toit avec des bâches et du ruban adhésif, nettoya les nids de souris dans les placards de la cuisine et réussit à faire tousser la vieille chaudière pour la ranimer. L'eau coula marron pendant 2 jours avant de s'éclaircir, et l'électricité fonctionnait dans certaines pièces, mais pas dans d'autres. C'était le genre de projet qui aurait submergé un homme plus jeune. Mais Jean avait passé 42 ans à résoudre des problèmes, et ce n'était qu'un autre problème avec 100 problèmes plus petits imbriqués à l'intérieur. Il travailla méthodiquement, pièce par pièce, en commençant par les bases, cuisine fonctionnelle, salle de bain utilisable, chambre habitable. Tout le reste pouvait attendre. Le 8e jour, il arriva enfin au bureau.
C'était une pièce magnifique, où l'avait été. Des bibliothèques en acajou du sol au plafond tapissaient 3 murs, remplis de volumes sur l'aviation, l'histoire, la géographie. Un bureau massif dominait le centre, sa surface enfouie sous des couches de poussière et de papiers épars. Le 4e mur était couvert de photographies encadrées, des avions, des pistes d'atterrissage, des groupes d'hommes en combinaison de vol, des lieux exotiques que Jean ne put identifier immédiatement. Les tiroirs du bureau étaient fermés à clé, mais les clés pendaient à un crochet à côté de la porte, étiquetée d'une écriture soignée, Bureau, Capitaine P. Leclerc. Il avait donc maintenant un nom, Capitaine Pierre Leclerc. Jean passa la matinée à fouiller méticuleusement le bureau, manuel de vol, carte de navigation, carnet de vol rempli d'entrées d'une écriture précise. L'écriture avait la qualité disciplinée de l'entraînement militaire. Chaque lettre était formée exactement, sans mouvement superflu. Les dates allaient de 1968 à 1989, documentant des vols vers des endroits qui firent chercher un atlas à Jean, Vientiane, Kinshasa, Carthagène, Phnom Penh. Pas des voyages d'agrément, pas des routes commerciales. C'étaient des vols vers des zones de conflit, des zones de catastrophe, des endroits où les gens normaux n'allaient pas par choix. L'étagère derrière le bureau attira son attention vers midi. Quelque chose clochait. L'espacement était bizarre, le mur du fond pas tout à fait aligné avec les autres. Jean passa la main le long de la jointure entre l'étagère et le mur et sentit un courant d'air frais. Il appuya. Le panneau bougea. Son rythme cardiaque s'accéléra tandis qu'il glissait ses doigts dans l'interstice et tirait. Toute la section pivota vers l'extérieur sur des charnières dissimulées, révélant un compartiment d'environ 1 mètre de large sur 60 cm de profondeur. À l'intérieur se trouvaient 3 boîtes d'archives en carton, soigneusement empilées, chacune étiquetée avec des dates. Jean souleva la première boîte et la porta au bureau. Ses mains tremblaient légèrement. Il avait l'impression d'ouvrir le cercueil de quelqu'un, de violer quelque chose de sacré. Mais le capitaine Leclerc était mort. La maison était sienne maintenant. Et tout ce qui se trouvait dans ces boîtes faisait partie du mystère qu'il avait acheté pour 10 €. La première chose qu'il trouva fut un carnet de vol relié en cuir, différent de ceux du bureau. Celui-ci était personnel, détaillé, avec des entrées qui ressemblaient plus à un journal intime qu'à des registres de navigation. 12 novembre 1972. Vol vers Vientiane contre les ordres. Évacuation nécessaire, malgré ce que disent les canaux officiels. Transporter 23 réfugiés, principalement des enfants. Le commandement sera furieux, mais certaines choses comptent plus que le protocole. 3 mars 1975. Saigon. Tombe plus vite que quiconque ne l'admet. Fait 3 voyages aujourd'hui. Entassés comme des sardines, bien au-delà des limites de poids. Si on s'était écrasé, on serait tous morts. Mais on ne s'est pas écrasé. 47 personnes sorties. 47 personnes qui vont pouvoir vivre. 19 août 1984. Éthiopie. La famine est pire que ce que montrent les informations. J'ai transporté des fournitures médicales à Corée. Les visages des enfants me hanteront à jamais. Comment le monde peut-il simplement regarder cela se produire? J'en lisais entrée après entrée, regardant la vie du capitaine Leclerc se dérouler en écriture serrée et à l'encre pâlie. C'était un homme qui avait passé des décennies à voler en enfer pour en sortir les gens. Mission non autorisée, travail humanitaire qui contournait les réglementations et risquait la cour martiale. Un homme qui avait choisi le danger et la conscience plutôt que la sécurité et les règles. Mais ce furent les lettres qui brisèrent le cœur de Jean. Elles étaient rassemblées par un élastique qui se désintégra au toucher. 47 enveloppes, chacune adressée à Valérie, avec des adresses différentes, toutes barrées. Aucune n'avait jamais été postée. Jean ouvrit la première, datée de 1970. Chère Valérie, tu as 3 ans maintenant, et je me demande si tu ressembles à ta mère ou à moi. Je me demande si tes nouveaux parents te laissent jouer dans la terre ou s'ils te gardent dans de jolies robes. Je me demande si tu es heureuse. J'espère que tu es heureuse. C'est tout ce que je voulais pour toi. Une vie meilleure que celle que je pouvais te donner à 19 ans, avec rien d'autre qu'une licence de pilote fraîchement obtenue et la tête pleine de rêves. Ta mère était plus courageuse que moi. Elle t'a tenu dans ses bras, t'a donné un nom, puis t'a laissé partir vers une famille qui pouvait tout te donner. Je n'ai même pas pu faire ça. Je suis parti avant ta naissance parce que j'étais effrayé et stupide,
et je pensais que fuir était la même chose qu'être fort. Je te cherche maintenant. J'ai engagé un détective et il dit que les dossiers d'adoption sont scellés, mais il doit y avoir un moyen. Je veux que tu saches que je ne t'ai pas oublié. Je ne t'ai jamais oublié. Amour, ton père. Jean posa la lettre et ferma les yeux. Il pensa à Nicolas, Sandrine et Stéphane. Il pensa à toutes les fois où il avait été physiquement présent mais émotionnellement absent, épuisé par le travail, vidé par le chagrin et la responsabilité. Il ne les avait jamais abandonnés, mais avait-il vraiment été là? Le magnétophone se trouvait au fond de la deuxième boîte, un vieil appareil portable des années 80. 3 cassettes étaient étiquetées avec des dates et des lieux. Jean trouva une prise, le brancha et inséra la première cassette. Grésillement, puis un clic. Puis la voix de Pierre Leclerc emplit le bureau. Décembre 1988. J'enregistre ceci parce que j'ai besoin de le dire à voix haute, et il n'y a personne ici pour écouter. J'ai passé 21 ans à la chercher. 21 ans d'enquêteur privé, de fausses pistes et de portes qui ne s'ouvrent pas. L'agence d'adoption a fermé. Les dossiers sont scellés par ordonnance du tribunal. J'ai heurté tous les murs possibles. Une pause, le son d'une respiration. Mais je continue de voler. Partout où je vais, chaque mission, je regarde les enfants et je me demande s'ils sont comme elle. Si elle est heureuse quelque part, si elle est aimée, si elle pense à moi. Probablement pas. Probablement qu'elle ne sait même pas que j'existe. C'est peut-être mieux ainsi. Une autre pause, plus longue. J'ai sauvé 43 personnes au Cambodge le mois dernier. Vol non autorisé pendant le cessez-le-feu qui n'en était pas vraiment un. Je pourrais perdre ma licence, peut-être aller en prison. Mais ils sont en vie. 43 personnes qui seraient mortes. Ils sont en vie maintenant. Est-ce que ça équilibre la balance? Est-ce que sauver des étrangers compense l'abandon de son propre enfant? La cassette s'arrêta. Jean resta assis dans l'obscurité grandissante du bureau, entouré par les preuves de la vie de Pierre Leclerc, l'héroïsme et la culpabilité, les sauvetages et les regrets. L'homme qui en avait sauvé des centaines mais ne pouvait se sauver lui-même du trou dans son cœur. Il pensa à ses propres enfants, devenus grands et distants, menant des vies qu'il comprenait à peine. Il pensa aux années qu'il avait passées à réparer les choses cassées des autres pendant que sa propre famille se fracturait silencieusement. Et il prit une décision. Il trouverait Valérie. Il finirait ce que Pierre Leclerc avait commencé. Non pas parce que cela ramènerait Pierre ou changerait le passé, mais parce que certaines histoires méritaient une fin, et que certaines personnes méritaient de savoir qu'elles étaient aimées, même si cela arrivait trop tard. La bibliothèque municipale de la ville la plus proche était à 40 minutes. Un bâtiment en briques qui semblait n'avoir pas changé depuis 1970. Jean arriva à l'ouverture le lundi matin, avec un carnet et le journal de bord de Pierre Leclerc. La bibliothécaire, une femme septuagénaire avec des lunettes de lecture sur une chaîne de perles, lui montra les terminaux informatiques et la section de référence sans poser de questions. Il commença par les bases. Pierre Leclerc, capitaine, armée de l'air. Les résultats de la recherche arrivèrent rapidement. Dossier militaire, citation de service, un bref avis de décès de 2018. Capitaine Pierre Leclerc, 81 ans, décédé mardi à l'hôpital vétéran de Lyon. Leclerc a servi dans l'armée de l'air de 1965 à 1990, avec plusieurs missions en Asie du Sud-Est. Après son service militaire, il a travaillé comme contractant indépendant pour des organisations humanitaires, effectuant des missions de secours dans des zones de conflit. Il ne laisse aucune famille proche. Cérémonie privée. Aucune famille proche. Les mots pesaient lourdement sur la poitrine de Jean. Il creusa plus profondément. Les dossiers militaires montraient des citations pour service au Vietnam, au Laos et au Cambodge. Après sa retraite, il y avait des références à des vols pour des organisations comme Médecins sans frontières et la Croix-Rouge internationale, bien que rien d'officiel ou de détaillé. Pierre avait opéré dans les interstices, apparemment, effectuant des missions qui devaient être faites mais qui ne rentraient pas dans les canaux officiels. La carte de visite de l'agence d'adoption était glissée dans une des lettres, ses bords ramollis par le temps. Services familiaux de la Cascade, Bordeaux, France. Un numéro de téléphone avec un préfixe que Jean ne reconnaissait pas, probablement déconnecté depuis des décennies. Il appela quand même. Le numéro que vous avez composé n'est plus en service.
La bibliothécaire l'aida à rechercher les archives commerciales historiques. Les services familiaux de la Cascade avaient fermé en 1995. Ces dossiers avaient été transférés au département des services sociaux de la Gironde. Les dossiers d'adoption, expliqua-t-elle, étaient généralement scellés pour 99 ans, à moins qu'un tribunal n'ordonne leur ouverture. Il faudrait être de la famille proche, dit-elle doucement. Ou avoir un intérêt légitime. Jean la remercia et passa une autre heure à chercher avant de rentrer à la maison de campagne. La route serpentait à travers d'épaisses forêts de pins, passant devant de petites fermes et des maisons très espacées. Il avait acheté du lait et du pain en ville. Les débuts d'une vie réelle dans la maison plutôt que d'y camper simplement. Son téléphone sonna alors qu'il entrait dans l'allée. Le nom de Nicolas sur l'écran. Papa. La voix de Nicolas était professionnelle. Distante. Je prends juste des nouvelles. Comment tu t'installes dans ta nouvelle maison? Ça avance, dit Jean. Il sortit de la camionnette, le téléphone coincé contre son épaule, et attrapa les sacs de course. Beaucoup de travail à faire, mais c'est du bon travail. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu as acheté une maison au milieu de nulle part pour 10 €. Ça semble impulsif. J'allais dire, inquiétant. Jean déverrouilla la porte d'entrée et entra dans le hall. La lumière de l'après-midi filtrait à travers les hautes fenêtres, illuminant des grains de poussière dans des rayons dorés. J'avais besoin d'un projet, Nicolas. Quelque chose pour occuper mon temps. Tu aurais pu déménager plus près de l'un de nous. Nantes est agréable. Tu pourrais voir plus souvent les petits-enfants. Le pourrait-il? Ou serait-il simplement plus proche de la même distance polie, des mêmes appels téléphoniques consciencieux et des visites de vacances obligatoires? Comment vont les garçons? Demanda Jean, changeant de sujet. Bien. Occupé. Léo est de nouveau au tableau d'honneur, et Lucas joue au basket en équipe première maintenant. C'est merveilleux. Dis-leur que je suis fier d'eux. Une pause. Tu pourrais le leur dire toi-même, papa. Ils ont des téléphones. Le reproche était doux mais clair. Jean posa les courses sur le comptoir de la cuisine. Tu as raison. Je devrais les appeler plus souvent. On devrait tous faire mieux, dit Nicolas, et il y avait quelque chose dans sa voix, une fissure dans le vernis professionnel, un soupçon du garçon qui tendait autrefois des outils à son père dans l'atelier. J'ai l'intention de venir te voir, mais le travail a été fou. Cette fusion, c'est bon, Nicolas. Je comprends. Une autre pause. Vraiment? Parce que parfois je me demande si tu t'attends à ce que nous soyons distants maintenant. Comme si tu avais déjà décidé que c'est comme ça. Les mots piquèrent parce qu'ils étaient vrais. Jean avait accepté la distance comme inévitable, peut-être même méritée. Il leur avait manqué, d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas? Il avait été trop fatigué, trop triste, trop concentré sur le fait de les nourrir et de les vêtir pour vraiment les voir. Je ne veux pas de ça, dit Jean doucement. Alors peut-être qu'on pourrait essayer plus fort. Tous. J'aimerais ça. La conversation se termina par des promesses de se reparler bientôt, le genre de promesses qu'ils se faisaient depuis des années. Mais cette fois, quelque chose semblait différent. Peut-être était-ce le ton de la voix de Nicolas. Peut-être était-ce la propre perspective changeante de Jean, façonnée par la lecture des lettres désespérées de Pierre Leclerc à une fille qu'il n'avait jamais trouvée. Ce soir-là, Jean écouta la deuxième cassette. La voix de Pierre était plus rude cette fois. Datée de 1982. Je reviens juste d'Éthiopie. Camp de réfugiés de Corée. La famine là-bas dépasse tout ce que j'ai vu. Et j'en ai vu beaucoup. Nous avons apporté des fournitures médicales, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est jamais assez. Il y avait des milliers d'enfants et leurs yeux, une longue pause. Chaque enfant que j'aide, je me demande s'il est comme elle. Comme Valérie. Je me demande si elle a 13 ans maintenant. Peut-être qu'elle entre au lycée. Est-ce qu'elle pense à moi? C'est elle-même que j'existe? Autre pause. Le bruit de papier froissé. L'enquêteur a trouvé une autre piste. Une famille à Perpignan nommée Girard qui a adopté une fille en 1967. Antoine et Hélène Girard, des missionnaires. Mais ils ne veulent pas me parler et les tribunaux ne m'aident pas. Je commence à penser que je poursuis un fantôme.
Mais qu'est-ce que j'ai d'autre? Si j'arrête de chercher, que suis-je? La cassette se termina par un clic qui résonna dans le bureau vide. Jean la rembobina et la réécouta. Antoine et Hélène Girard, Perpignan, missionnaires. C'était la première piste concrète qu'il avait trouvée dans les papiers de Pierre, un nom attaché à la Valérie sans visage des lettres. Il ouvrit son ordinateur portable et commença à chercher. Antoine Girard et Hélène Girard, Perpignan. Les avis de décès apparurent en quelques minutes. Antoine était mort en 2003, Hélène en 2011. Tous deux avaient été des missionnaires qui avaient passé des années à travailler à l'étranger avant de prendre leur retraite à Perpignan. Leur avis de décès mentionnait une famille survivante, une fille, Valérie Girard. Les mains de Jean s'immobilisèrent sur le clavier. Valérie Girard. Serait-ce aussi simple? Valérie aurait-elle pu garder son prénom, en gagnant juste le nom de famille Girard? Il chercha Valérie Girard à Perpignan. Rien. Il essaya des recherches plus larges. Valérie Girard, France. Trop de résultats. Il ajouta, âge 58, en se basant sur l'année de naissance 1967 des lettres. Là. Valérie Girard, épouse Martin, Annecy, 58 ans. Profession, infirmière en soins palliatifs. Sa page Facebook était semi-publique, montrant une femme souriante aux cheveux bruns grisonnants et aux yeux bienveillants, des photos de petits-enfants et de sentiers de randonnée, de réunions de clubs de lecture et de courses caritatives. Une vie normale, une vie heureuse en apparence. Jean fixa sa photo pendant un long moment. Cette femme pourrait être la fille de Pierre Leclerc. Cette femme aurait pu passer toute sa vie sans savoir que son père biologique avait passé des décennies à la chercher, volant dans des zones de guerre et de catastrophes, sauvant des centaines d'étrangers sans jamais trouver la seule personne qu'il avait besoin de sauver. Devrait-il la contacter? En avait-il le droit? Et si elle ne voulait pas savoir? Et si ouvrir cette porte n'apportait que de la douleur? Mais ensuite il pensa à la voix de Pierre sur ses cassettes, au désespoir tranquille, à l'espoir qui ne s'était jamais tout à fait éteint. Il pensa aux lettres scellées qui n'avaient jamais été envoyées, à l'amour qui n'avait jamais été livré. Certaines choses méritent d'être sues, même si elles font mal. Le trajet jusqu'à Orléans dura 3 heures sous une pluie qui commença fine et devint battante. Jean avait appelé à l'avance les archives départementales, expliquant qu'il faisait des recherches sur l'histoire familiale d'un vétéran décédé. Ils avaient été polis mais non committals sur les dossiers qui pourraient être disponibles. Le bâtiment était moderne et institutionnel, tout en béton et en verre. À l'intérieur, l'air sentait le vieux papier et la climatisation. Une femme au bureau de référence leva les yeux à son approche, son badge indiquant « Marie Durand ». « J'ai appelé hier », dit Jean, au sujet des dossiers d'adoption des années 60. Marie hocha la tête, son expression sympathique. « Je me souviens. J'ai sorti ce que j'ai pu, mais je dois être honnête avec vous. La plupart des dossiers d'adoption de cette époque sont scellés. Loi sur la confidentialité. Même avec les parents adoptifs décédés, nous ne pouvons pas divulguer d'informations d'identification sans une ordonnance du tribunal. Je comprends. Je pensais juste, Jean fit une pause, choisissant ses mots. L'homme qui possédait ma maison a passé toute sa vie à chercher sa fille. Il est mort sans la trouver. J'ai pensé que je pourrais peut-être finir ce qu'il a commencé. Quelque chose changea sur le visage de Marie. C'est gentil. La plupart des gens ne s'en donneraient pas la peine. Elle regarda autour d'elle, puis baissa la voix. J'ai été adoptée en 1963. Je n'ai trouvé ma mère biologique qu'à 52 ans, et à ce moment-là, elle était morte depuis 3 ans. Je comprends ce que ça veut dire, de ne pas savoir. Elle le conduisit dans une salle de recherche et revint 20 minutes plus tard avec un mince dossier. C'est ce que je peux vous donner sans enfreindre la loi. Ce n'est pas grand-chose. Le dossier contenait une fiche de synthèse des services familiaux de la Cascade. Pas de nom, juste des numéros de dossier et des dates. Mais une entrée correspondait. Nourrisson de sexe féminin né le 14 mars 1967, placé dans une famille adoptive en avril 1967. Parents adoptifs répertoriés uniquement comme T. Girard et H. Girard, Perpignan. C'est elle, dit Jean doucement. C'est Valérie. Marie s'assit en face de lui. Le dossier note que l'adoption était fermée, ce qui signifie aucun contact entre les familles biologiques et adoptives.
C'était courant à l'époque. Les gens pensaient que c'était plus propre comme ça. Mais elle aurait quoi, 58 ans maintenant? Si elle voulait trouver des informations sur ses parents biologiques, pourrait-elle? Elle pourrait pétitionner le tribunal. Parfois, ils ouvrent les dossiers si les deux parties consentent ou s'il y a une raison impérieuse. Mais elle devrait en prendre l'initiative. Jean la remercia et rentra dans l'obscurité. Les essuie-glaces battaient à un rythme régulier. Son esprit était plein de questions. Comment dire à quelqu'un que son père biologique a passé sa vie à le chercher? Comment livrer un amour qui arrive avec 50 ans de retard? De retour à la maison, il se fit un café et retourna au bureau. Il devait y avoir plus, quelque chose qu'il avait manqué. Il examina de nouveau les boîtes d'archives, plus attentivement cette fois, et au fond de la troisième boîte, il trouva une enveloppe en papier craft marquée « Contact d'urgence ». À l'intérieur se trouvait une photographie. La femme sur la photo était jeune, peut-être 20 ans, avec des cheveux sombres et des yeux effrayés. Elle tenait un nourrisson enveloppé dans une couverture d'hôpital, le visage du bébé à peine visible, minuscule et parfait. Au dos, de l'écriture de Pierre, Valérie Marie, 16 mars 1967, 2 jours. Elle a tes yeux. En dessous, d'une autre encre, ajoutée plus tard, Françoise, où que tu sois, j'espère que tu as trouvé la paix. Tu as été plus courageuse que nous deux. Jean fixa la photographie pendant un long moment. C'était Valérie, bébé, tenue par sa mère biologique, Françoise. C'était le moment avant que tout ne change, avant l'adoption, avant que Pierre ne passe des décennies à chercher, avant que la vie qui aurait pu être ne devienne la vie qui fut. Il pensa à ses propres enfants, à les tenir dans ses bras, bébé, après la mort de Monique. Leur poids, la responsabilité, la terreur de ne pas être à la hauteur. Au moins, il était resté. Au moins, il avait essayé. Son téléphone sonna. Le nom de Sandrine. Papa. Nicolas a dit que vous aviez parlé. C'est vrai. Il a dit que tu allais bien là-bas. Au milieu de nulle part. Il y avait quelque chose de tranchant dans la voix de Sandrine, une dureté qui était là depuis son adolescence. Elle avait le plus mal vécu la mort de Monique. Avait construit des murs qui n'étaient jamais tout à fait tombés. Je vais bien, ma chérie. Comment vas-tu? Occupé. J'ai 3 ventes à conclure cette semaine et une réunion du conseil d'urbanisme demain. Ça va être un cauchemar. Ça a l'air stressant. C'est juste le travail. Une pause. Nicolas a dit qu'on devrait peut-être venir te voir. Tous ensemble. Passer un week-end ou quelque chose comme ça. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Je sais qu'on n'est pas obligé. Peut-être qu'on en a envie. Mais elle ne semblait pas en avoir envie. Elle semblait obligée, comme si c'était un autre point sur son agenda entre les ventes et la réunion du conseil. Sandrine, dit Jean prudemment. Tu te souviens quand tu avais environ 8 ans et que tu as démonté le grille-pain pour voir comment ça marchait? Silence. Tu l'as tout démonté, mais tu n'as pas réussi à le remonter. Tu pleurais parce que tu pensais que je serais en colère. Mais je n'étais pas en colère. J'étais fier que tu aies été assez curieuse pour essayer. Pourquoi tu parles de ça? Parce qu'à un moment donné, tu as cessé d'être curieuse de tout. Tu as juste avancé, construit des murs, continué. Ce n'est pas juste. Peut-être pas. Mais j'ai beaucoup pensé ces derniers temps aux choses qu'on ne se dit pas, aux conversations qu'on n'a jamais parce qu'on est tous trop occupés ou trop fatigués ou trop effrayés. Un autre silence, plus long cette fois. Quand Sandrine parla à nouveau, sa voix était plus douce. Je ne sais pas comment te parler, papa. Ça fait des années que je ne sais plus. Je sais que c'est plus ma faute que la tienne. C'est notre faute à tous les deux. Après la mort de maman, tu as juste disparu. Même quand tu étais là, tu avais disparu. Et on a appris à ne pas avoir besoin de toi, parce qu'avoir besoin de toi faisait trop mal. Les mots tombèrent comme des pierres, vrais, lourds et douloureux. Je suis désolé, dit Jean. J'ai fait de mon mieux, mais mon mieux n'était pas assez bon. Je n'essaie pas de te faire du mal. Je suis juste j'en ai marre de prétendre que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Alors peut-être qu'on devrait arrêter de prétendre. La conversation se termina sans résolution, juste une promesse de se reparler bientôt.
Jean resta assis dans le bureau sombre, la photo de la petite Valérie toujours à la main, et se demanda s'il était possible de réparer des relations brisées depuis si longtemps. Cette nuit-là, il lut d'autres lettres de Pierre, observant la progression de l'espoir au désespoir, puis à la résignation. Les dernières lettres, écrites dans les années 90 et 2000, avaient une qualité différente, moins de recherche frénétique, plus de réflexion philosophique. Une lettre de 1995 le saisit. Chère Valérie, j'ai 58 ans maintenant, l'âge que tu auras quand tu liras ceci, si jamais tu le fais. J'ai pensé à toutes les missions que j'ai effectuées, à toutes les personnes que j'ai sauvées. Des centaines de vies, peut-être des milliers si l'on compte les effets indirects. Mais je n'ai pas pu nous sauver. Je n'ai pas pu sauver la relation que nous n'avons jamais eue. Parfois je me demande si j'ai continué à chercher parce que te trouver comptait, ou parce que la recherche elle-même me donnait un but. Que ferais-je si je te trouvais? Voudrais-tu même me connaître? Peut-être que tu es mieux avec le mystère qu'avec la réalité d'un homme qui s'est enfui avant ta naissance et a passé le reste de sa vie à essayer de revenir en courant. J'espère que tu as été heureuse. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Ton père, qui t'a aimé de loin. Jean plia soigneusement la lettre et la remit dans la pile. Demain, il prendrait une décision concernant Valérie Girard-Martin. Demain, il trouverait comment lui dire que son père biologique l'avait assez aimé pour passer sa vie entière à la chercher, même s'il ne l'avait jamais trouvée. Ce soir, il resterait assis avec le fantôme de Pierre et penserait à la paternité, à l'échec et aux 1000 façons dont l'amour peut ne pas être livré. Trouver Valérie Girard-Martin avait été plus facile que Jean ne l'avait prévu. Sa licence d'infirmière était un document public, son adresse figurait dans l'annuaire qui existait encore en ligne. Elle vivait sur une avenue à Annecy, une modeste maison avec un jardin visible sur Google Street View. Sa vie était là, documentée en pixels et en registre public, mariée à Olivier Martin depuis 32 ans, 3 enfants adultes, un historique de travail au centre hospitalier, en soins palliatifs. La partie difficile était de décider quoi faire de cette information. Jean passa 2 jours à rédiger des brouillons de lettres qu'il n'envoya jamais. Chaque version semblait fausse, trop désinvolte, trop formelle, trop présomptueuse. Comment dire à quelqu'un que toute son histoire d'origine pourrait être différente de ce qu'il pensait? Comment livrer l'amour d'un homme mort sans passer pour un étranger fou? Il fit des recherches sur Valérie à la place, essayant de comprendre qui elle était avant de potentiellement bouleverser sa vie. Ses publications sur Facebook étaient aimables et réfléchies. Elle partageait des articles sur les soins de fin de vie et la dignité dans la mort. Elle publiait des photos de randonnées avec son mari, de réunions de clubs de lecture, des spectacles scolaires de ses petits-enfants. Rien n'indiquait qu'elle savait quoi que ce soit sur Pierre Leclerc, ou qu'elle avait déjà cherché ses parents biologiques. Peut-être que cela signifiait qu'elle était contente de ne pas savoir. Peut-être que le mystère ne la hantait pas comme il avait hanté Pierre. Le 3e jour, Stéphane débarqua à l'improviste. Jean était dans le garage, essayant d'évaluer si la voiture de collection était récupérable, quand il entendit une voiture dans l'allée. Stéphane sortit d'une voiture de location, regardant la maison de campagne et le terrain envahi par la végétation avec une expression entre l'inquiétude et l'incrédulité. « Alors c'est ça, dit Stéphane. La maison à 10 €. C'est ça. Jean s'essuya les mains sur un chiffon. Qu'est-ce qui t'amène de Toulouse? Une conférence à Bordeaux. J'ai pensé que je pourrais faire un détour et voir dans quel pétrin tu t'es mis. Ils restèrent là, maladroitement. Père et fils, séparés par 35 ans et une distance qu'aucun ne savait comment franchir. Stéphane avait les traits de Monique, ses yeux sombres, son sourire rapide, bien qu'il ne sourit pas maintenant. C'est plus grand que je ne le pensais, dit finalement Stéphane. Et plus en ruine. J'allais dire ambitieux. Jean lui fit faire le tour. La cuisine restaurée, le toit réparé, le bureau où il avait trouvé les affaires de Pierre. Stéphane posa des questions sur la structure et les réparations, restant prudemment dans le domaine pratique des murs porteurs et des systèmes électriques. Ce n'est que lorsqu'il se tint dans le bureau, entouré des photographies et des carnets de vol de Pierre, que Stéphane dit ce qu'il était vraiment venu dire. Nicolas et Sandrine s'inquiètent pour toi. Ils pensent que tu fais une sorte de crise. Et toi, tu t'inquiètes? Stéphane prit un des livres d'aviation sur le bureau. Le feuilleta sans lire. Je ne sais pas ce que je pense. Tu vends l'atelier, tu achètes une maison pour 10 €, tu déménages au milieu de nulle part.
Ce n'est pas exactement un comportement normal pour un retraité. Peut-être que ce n'est pas la normalité dont j'ai besoin. De quoi as-tu besoin, papa? La question resta en suspens entre eux. Jean pensa aux lettres de Pierre, aux décennies passées à chercher quelque chose qui ne voulait peut-être pas être trouvé. Il pensa à ses propres enfants, assez proches pour être touchés, mais incroyablement loin. J'ai besoin de comprendre certaines choses, dit Jean. Sur la paternité, sur les choix que nous faisons et les conséquences qui nous suivent. Stéphane reposa le livre. C'est à propos de maman? C'est à propos de nous tous. De la façon dont nous avons été les uns avec les autres depuis sa mort. La façon dont Jean fit une pause, cherchant ses mots. La façon dont j'étais là, mais pas vraiment là. Tu l'as dit toi-même une fois. Je me souviens. Tu avais peut-être 14 ans, en colère pour quelque chose que j'avais manqué. Tu as dit que j'étais toujours physiquement présent mais émotionnellement absent. J'étais un gamin. Je ne savais pas de quoi je parlais. Tu savais exactement de quoi tu parlais. Stéphane se dirigea vers la fenêtre, regardant l'avion de tourisme dans le jardin. Tu as fait de ton mieux. Tu nous as nourris. Tu as maintenu un toit sur nos têtes. C'est plus que ce que beaucoup d'enfants ont. Mais ce n'était pas assez, n'est-ce pas? Vous maintenir en vie n'est pas la même chose que de vous aider à vivre. Le silence s'étira. Finalement, Stéphane dit, qui vivait ici avant toi? Jean lui parla de Pierre Leclerc, le pilote qui avait effectué des missions humanitaires pendant des décennies. De la fille abandonnée à l'adoption, de la vie passée à chercher, des lettres jamais envoyées. D'avoir trouvé Valérie Girard-Martin et de ne pas savoir s'il fallait le lui dire. Stéphane écouta sans l'interrompre, et quand Jean eut fini, il resta silencieux un long moment. C'est lourd, dit-il enfin. C'est beaucoup à porter pour quelqu'un que tu n'as jamais rencontré. Je sais. Alors pourquoi le portes-tu? Parce que personne d'autre ne le fera. Parce qu'il mérite que son histoire soit terminée. Parce que sa fille mérite de savoir qu'elle était aimée, même si ça arrive 50 ans trop tard. Stéphane se détourna de la fenêtre. Et tes enfants? Et nous? Et toi? Tu dépenses toute cette énergie pour l'histoire familiale d'un étranger, en essayant de résoudre les regrets d'un homme mort. Mais qu'en est-il de tes propres regrets? Qu'en est-il de la réparation de ce qui est cassé juste devant toi? Les mots piquèrent parce qu'ils étaient vrais. Jean s'était jeté dans le mystère de Pierre en partie parce que c'était plus facile que d'affronter ses propres échecs. Résoudre les problèmes de quelqu'un d'autre demandait de la recherche et de la persévérance. Résoudre les siens demandait de la vulnérabilité et du risque. Tu as raison, dit Jean. Tu as absolument raison. Je ne suis pas venu ici pour me battre avec toi. Je sais. Tu es venu parce que tu t'inquiètes, même si nous ne savons pas très bien comment le montrer. Stéphane rit, un son court et amer. On est nul à ça. Tous. Les Dubois, émotionnellement bloqués depuis 3 générations. Ça n'a pas à être comme ça. N'est-ce pas, papa? Je te connais à peine. Pas vraiment. Je sais que tu peux réparer n'importe quoi de mécanique. Je sais que tu t'es tué au travail pour nous élever. Je sais que tu as tellement aimé maman que sa mort t'a presque détruit. Mais je ne sais pas de quoi tu rêves. Je ne sais pas ce qui te fait peur. Je ne sais pas ce que tu voulais être avant que la vie n'arrive et que tu ne deviennes juste papa. Jean s'assit dans le fauteuil de bureau de Pierre. Je voulais être ingénieur, concevoir des ponts. Ta mère et moi nous sommes rencontrés à l'université, nous nous sommes mariés trop jeunes, puis elle est tombée enceinte de Nicolas. Alors j'ai pris le travail que je pouvais trouver, et l'atelier de réparation était ce que je pouvais me permettre. C'était censé être temporaire. 42 ans de temporaire. La vie se fiche de tes plans. Stéphane approcha une autre chaise. Parle-moi d'elle. De maman. Pas les trucs qu'on sait. Pas le cancer et l'hôpital. Raconte-moi quelque chose d'avant. Alors Jean le fit. Il raconta à Stéphane le rire de Monique. Comment il commençait doucement et montait jusqu'à ce qu'elle soit pliée en deux, à bout de souffle. Comment elle chantait faux en voiture et s'en fichait. La façon dont elle laissait des notes dans sa gamelle, de petits dessins et des blagues qui rendaient les journées difficiles supportables. Comment elle voulait voyager en Irlande et n'en avait jamais eu l'occasion.
Ils parlèrent pendant 2 heures, père et fils, disant des choses qui auraient dû être dites des décennies plus tôt. Ce n'était pas une résolution, il y avait trop de dégâts pour ça, mais c'était un début. Quand Stéphane partit, promettant de revenir bientôt, Jean se sentit plus léger et plus lourd à la fois. Plus léger parce que la connexion, même difficile, ressemblait à de l'oxygène après des années à retenir sa respiration. Plus lourd parce qu'il pouvait voir maintenant combien de travail il restait, combien de conversations devaient encore avoir lieu. Ce soir-là, il trouva la médaille de citation dans une boîte à chaussures sous le lit de Pierre. Argent terni, ruban usé, citation pour service extraordinaire. Jean lut le texte complet, détaillant des vols qui avaient sauvé 83 civils dans des conditions dangereuses. Réprimande officielle, protection non officielle, une carrière sauvée par un commandant qui comprenait que certaines règles méritaient d'être enfreintes. La photo de la cérémonie montrait Pierre debout, seul, sans famille à ses côtés, ses yeux vides malgré l'honneur. Jean comprenait ce regard maintenant. C'était le regard d'un homme qui avait sauvé le monde mais ne pouvait se sauver lui-même. Jean lut les lettres restantes dans l'ordre chronologique, traçant le parcours émotionnel de Pierre comme une carte d'un territoire intérieur. La progression était frappante vue d'un coup. L'espoir cédant la place au désespoir, le désespoir à la résignation à une sorte d'acceptation philosophique qui ne masquait jamais tout à fait le chagrin sous-jacent. Les premières lettres des années 70 étaient énergiques, presque optimistes. Pierre écrivait sur les pistes qu'il suivait, les enquêteurs qu'il avait engagés, les agences qu'il avait contactées. Il écrivait sur son travail, les missions, les gens qu'il avait aidés. Il y avait un sentiment de mouvement vers l'avant, d'un homme qui croyait que les réponses étaient juste au coin de la rue. Chère Valérie, j'ai volé jusqu'à Managua aujourd'hui avec des fournitures médicales. Il y avait une fille, peut-être de 10 ans, qui avait ton anniversaire. Je lui ai donné une barre de chocolat et elle m'a souri comme si je lui avais donné le monde. Les petites choses comptent dans les endroits sombres. Je me rapproche de toi. L'enquêteur dit qu'il a une nouvelle piste à Perpignan. D'ici l'année prochaine. Ton père. Les lettres des années 80 montraient des fissures dans l'optimisme. Les pistes s'asséchaient. Les enquêteurs revenaient les mains vides. Le ton de Pierre passait de confiant à incertain. Ses questions, plus philosophiques. Chère Valérie, je me demande parfois si je te cherche ou si je cherche juste. Si te trouver signifiait la fin de la recherche, et alors que serais-je? Un pilote d'âge mûr avec une conscience coupable et aucune mission. Peut-être que la recherche est la mission. Peut-être que je suis plus à l'aise à poursuivre qu'à attraper. C'est une pensée lâche, mais j'essaie d'être honnête avec toi, même si tu ne liras jamais ceci. Dans les années 90, les lettres avaient encore changé. Plus longues, plus réfléchies, écrites par un homme qui comprenait qu'il ne trouverait peut-être jamais ce qu'il cherchait. La lettre de 1995 que Jean avait lue auparavant marquait un tournant, mais il y en avait d'autres après qui allaient encore plus loin. Chère Valérie, j'ai 62 ans aujourd'hui, assez vieux pour regarder en arrière et voir des schémas. J'ai sauvé beaucoup de gens. Je peux le dire sans fausse modestie. Les missions, les vols non autorisés, les risques que j'ai pris. Des vies sauvées. Des enfants qui ont grandi parce que j'ai volé dans des endroits où d'autres pilotes n'iraient pas. Mais voici ce que je comprends maintenant. J'essayais de te sauver, encore et encore. Chaque enfant, c'était toi. Chaque réfugié était une chance de réécrire l'histoire où je m'étais enfui. Ça n'a pas marché. Sauver des étrangers ne sauve pas la seule personne qui comptait. C'est peut-être ça le but. Peut-être que la rédemption n'est pas possible. Juste la tentative sans fin. Une autre de 2001. Chère Valérie, j'ai pensé à ta mère biologique, Françoise. Elle avait 20 ans, effrayée, seule. J'en avais 19, tout aussi effrayée, tout aussi seule. Nous avons pris une décision que nous pensions juste. Te donner à des gens qui pouvaient t'offrir la stabilité. Mais était-ce juste ou était-ce juste facile? Je n'ai jamais pu répondre à ça. Françoise est morte en 1987. Je l'ai appris récemment. Accident de voiture. Elle ne s'est jamais mariée, n'a jamais eu d'autres enfants. Pensait-elle à toi tous les jours comme moi? Portait-elle le même poids? Les dernières lettres des années 2000 et 2010 avaient la qualité de quelqu'un parlant à un fantôme, ou peut-être à lui-même. Chère Valérie, si tu lis ceci, je suis probablement mort.
J'ai 79 ans maintenant. Mes mains tremblent. Ma vue baisse. Les missions se sont arrêtées il y a des années. Je suis trop vieux, trop lent, trop un risque. Alors je suis assis dans cette maison avec toutes ces photos et tous ces souvenirs d'endroits où tu n'étais jamais. J'espère que tu as été heureuse. J'espère que tes parents t'ont aimé. J'espère que tu n'as jamais ressenti le vide que j'ai ressenti. L'absence qui a tout façonné. Peut-être que tu es mieux sans me connaître. Peut-être qu'un père mystérieux est mieux qu'un vrai qui t'aurait déçu. Je t'ai aimé de loin, ce qui est peut-être la même chose que de ne pas t'aimer du tout. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. J'en lus la dernière lettre 3 fois, sentant le poids du regret de Pierre comme une présence physique dans la pièce. C'était le point final d'une vie passée à fuir la responsabilité, la culpabilité, la possibilité du rejet. Pierre en avait sauvé des centaines, mais ne pouvait se sauver de son propre isolement. Le parallèle avec la propre vie de Jean était inévitable. Circonstances différentes, choix différents, mais le même échec fondamental, être présent sans être disponible, subvenir aux besoins sans connecter, et aimer sans le montrer de manière significative. Son téléphone vibra. Nicolas. Papa, j'ai réfléchi à ce dont on a parlé. À faire mieux. Moi aussi. Je veux amener les garçons en visite. Peut-être le mois prochain. Ils sont en vacances d'automne. J'en sentis quelque chose se détendre dans sa poitrine. J'aimerais ça. J'aimerais beaucoup ça. Et je pensais, peut-être que je devrais m'excuser de ne pas avoir été plus compréhensif après la mort de maman. On était des enfants, mais on aurait pu être plus patient avec toi. Vous étiez des enfants faisant face au deuil. Vous ne me deviez pas de patience. Peut-être pas. Mais on te devait plus que ce qu'on a donné. On s'est tous éloignés, on a fait nos propres vies, on t'a laissé derrière. Je vous ai laissé partir, dit Jean. J'aurais pu me battre plus fort pour rester connecté. Un silence sur la ligne. Alors, on s'est tous un peu manqué les uns les autres. Ou on a tous fait de notre mieux avec ce qu'on avait. Ces deux choses ne sont pas mutuellement exclusives, n'est-ce pas? Non, dit Jean. Je suppose que non. Ils parlèrent de la visite, de ce que les garçons pourraient aimer faire, de l'avion de tourisme dans le jardin que Léo voudrait explorer, et des outils dans le garage que Lucas pourrait aimer utiliser. C'était une conversation pratique, mais en dessous, il y avait quelque chose de plus chaleureux, de plus réel. Après avoir raccroché, Jean appela un numéro qu'il avait trouvé dans les papiers de Pierre. Bernard Leroy répondit à la 3e sonnerie. C'est Bernard. Monsieur Leroy, mon nom est Jean Dubois. Je vous ai envoyé un email il y a quelques semaines au sujet de Pierre Leclerc. Ah oui. Le gars qui a acheté la maison de Pierre. Vous avez dit que vous aviez trouvé ses archives. Ils parlèrent pendant 40 minutes. Bernard avait servi avec Pierre au Vietnam, avait effectué des missions de secours avec lui dans les années 80. Il parlait de Pierre avec affection et frustration. Un pilote brillant, un homme compliqué, quelqu'un qui ne pouvait pas rester en place, ne pouvait pas accepter la paix. Il poursuivait quelque chose qu'il n'attraperait jamais, dit Bernard. On le savait tous. Sa fille. Il en parlait parfois. Tard le soir, après l'émission. Comment il était parti avant sa naissance. Comment il avait passé toute sa vie à essayer de revenir. Est-ce qu'il a jamais été proche de la trouver? Une fois, peut-être. Début des années 90. Il a retrouvé les parents adoptifs, des missionnaires je crois. Mais ils avaient déménagé. Les dossiers étaient scellés. Il a heurté un mur. Bernard mentionna quelque chose que Jean ne savait pas. Pierre avait compilé des preuves de toutes les missions non autorisées, de toutes les personnes sauvées. Il avait soumis une pétition à l'armée pour reconnaissance. Pas pour lui-même, mais pour les membres d'équipage qui avaient risqué leur carrière. La pétition n'a mené nulle part, dit Bernard. Bureaucratie, paperasse. Pierre est mort avant que ça n'aboutisse. Mais il a essayé. Il voulait que ces gens soient honorés. Que les missions soient reconnues comme du travail humanitaire officiel au lieu de violation de protocole. Après l'appel, Jean s'assit dans le bureau, entouré des preuves de la vie de Pierre. Les médailles, les photographies, les carnets de vol.
Un homme qui en avait sauvé tant mais était mort seul. Un père qui avait aimé de loin et n'avait jamais comblé le fossé. Demain, décida Jean, il écrirait à Valérie. Non pas pour résoudre le problème de Pierre, cela ne pouvait être résolu. Mais pour honorer sa mémoire, pour s'assurer que quelqu'un sache que Pierre Leclerc avait passé sa vie à se soucier d'une fille qu'il n'avait jamais rencontrée. Et ça devait compter pour quelque chose. Ça devait. Jean réorganisait les boîtes d'archives quand il remarqua que le poids était étrange. La troisième boîte semblait plus lourde qu'elle n'aurait dû, vu le peu de papier qu'il restait à l'intérieur. Il sortit le contenu et une poignée de lettres, quelques photographies, des papiers divers et examina la boîte elle-même. Le fond bougea légèrement quand il appuya dessus. Son pouce accéléra. Il avait déjà vu ce genre de choses. Des faux fonds dans de vieilles boîtes à outils et des valises. Les gens cachaient des choses, de l'argent, des documents, des objets qu'ils ne voulaient pas qu'on trouve facilement. Il passa ses doigts sur le bord du carton, trouvant la jointure, et le souleva avec précaution. En dessous se trouvait un dossier, vert militaire, avec un tampon rouge sur le devant, déclassifié, 2012. À l'intérieur se trouvait un rapport de mission. La page de garde était au format militaire standard, daté de novembre 1973, intitulé « Opération précurseur d'évacuation au Cambodge ». La mention de classification avait été barrée, remplacée par la date de déclassification et un code d'autorisation. Jean lut lentement, ses mains tremblant légèrement. Le rapport détaillait un vol humanitaire non autorisé le 18 novembre 1973. Le capitaine Pierre Leclerc, pilotant un avion de tourisme, avait volé au Cambodge pendant ce qui était officiellement un cessez-le-feu, mais qui était en réalité un combat actif. Sa mission, évacuer des missionnaires français et des civils cambodgiens qui étaient menacés par l'avancée des forces. Le vol avait été dangereux, panne de moteur, tir depuis le sol, atterrissage sur une piste endommagée avec un minimum de carburant restant. Le rapport notait que le capitaine Leclerc avait violé plusieurs protocoles, dépassé les limites de poids de l'aéronef et opéré sans autorisation appropriée. Il notait également qu'il avait sauvé 43 vies. En annexe du rapport se trouvait un manifeste documenté par le personnel de la Croix-Rouge à l'arrivée en Thaïlande. Nom, âge, nationalité. Jean parcourut la liste machinalement au début, ses yeux descendant la page sans trop réfléchir. Puis il s'arrêta. Sa vision se brouilla légèrement, et il dut lire la ligne 3 fois pour s'assurer qu'il n'imaginait pas. Girard, Valérie M., 6 ans, française, fille d'Antoine et Hélène Girard, missionnaires. La pièce sembla basculer. Jean posa le rapport avec précaution, se leva, alla à la fenêtre, revint, reprit le rapport. Valérie M. Girard, 6 ans, 1973. Son esprit fit le calcul à toute vitesse. Valérie, née en mars 1967, adoptée en avril 1967. Elle aurait eu 6 ans en novembre 1973. Antoine et Hélène Girard. Les parents adoptifs. Missionnaire. Il attrapa son ordinateur portable et chercha frénétiquement. Antoine Girard. Hélène Girard. Missionnaire. Asie du Sud-Est. Les résultats arrivèrent rapidement. Des articles de bulletins missionnaires. Des rapports d'organisations religieuses. Antoine et Hélène Girard avaient travaillé au Cambodge de 1970 à 1973, enseignant dans une petite école près de Phnom Penh. Ils avaient été évacués en novembre 1973 alors que la situation se détériorait, retournant définitivement en France. Jean sortit à nouveau les dossiers d'adoption, les informations que Marie avait trouvées. Parents adoptifs, T. Girard et H. Girard, Perpignan. C'était eux. Ça devait être eux. Ce qui signifiait que Pierre Leclerc avait sauvé sa propre fille et ne l'avait jamais su. L'ampleur de la chose frappa Jean comme un coup de poing. Il s'assit lourdement dans le fauteuil du bureau, le rapport de mission toujours entre les mains. Pierre avait volé au Cambodge pour évacuer des missionnaires. Parmi ces missionnaires se trouvait une famille avec une fille de 6 ans nommée Valérie. Pierre les avait chargés dans son avion, les avait fait voler à travers un espace aérien dangereux, avait atterri avec un équipement défaillant et les avait livrés en toute sécurité en Thaïlande. Il avait sauvé 43 personnes ce jour-là, y compris la fille qu'il cherchait depuis 1967, et il ne l'avait jamais su. Jean lut le reste du rapport avec une émotion croissante. Les détails du vol brossaient un tableau d'un courage extraordinaire.
panne de moteur à 30 minutes du site d'atterrissage. Tir du sol qui avait endommagé le gouvernail. Un atterrissage d'urgence sur une piste partiellement détruite. Pierre avait maintenu l'avion en l'air par son habileté et sa détermination, refusant de faire demi-tour, refusant de laisser quiconque derrière. Parmi les documents supplémentaires se trouvait une interview de la Croix-Rouge avec l'un des enfants, menée quelques jours après l'évacuation. L'enquêteur avait interrogé les enfants sur leur expérience, documentant leurs réponses pour une évaluation psychologique. Valérie Girard, 6 ans. Le pilote était gentil. Il m'a laissé voir les nuages. J'avais peur, mais il m'a dit que tout irait bien. Il m'a donné sa veste parce que j'avais froid. Il sentait le café et il avait des yeux gentils. Il m'a dit d'être courageuse, et je l'ai été. J'en lus ces mots 3 fois, sa vision brouillée par les larmes. Pierre avait réconforté sa propre fille pendant l'un des moments les plus dangereux de sa carrière, lui avait donné sa veste, lui avait dit d'être courageuse, et il n'avait jamais su qui elle était. L'ironie cosmique de la situation était presque insupportable. Pierre avait passé des décennies à effectuer des missions dans des endroits dangereux, à sauver des étrangers, à chercher la rédemption. Et dans l'une de ces missions, il avait accompli ce qu'il s'était fixé de faire. Il avait été là pour sa fille quand elle en avait le plus besoin. Il ne le savait tout simplement pas. Cela aurait-il changé quelque chose? S'il avait su, cette connaissance l'aurait-elle guéri ou hanté encore plus? Aurait-elle satisfait son besoin de rédemption ou approfondi son regret pour toutes les années intermédiaires? Jean ne le savait pas. Personne ne pouvait le savoir. Mais Valérie avait le droit de savoir. Pas seulement que son père biologique l'avait cherché. Pas seulement qu'il l'avait aimé de loin, mais qu'il lui avait en fait sauvé la vie. Que son héroïsme n'était pas abstrait ou théorique. Il était concret, documenté, réel. Elle avait été là. Elle l'avait vécu. Le gentil pilote aux yeux bienveillants qui l'avait laissé voir les nuages et lui avait dit d'être courageuse était son père biologique. L'histoire avait une fin, après tout. Pas la fin que Pierre avait espérée. Il était mort sans jamais savoir. Mais une fin qui donnait un sens à toutes ces années de recherche. Jean passa le reste de la soirée à lire et relire le rapport de mission. Il trouva une documentation supplémentaire glissée derrière, une analyse post-mission, le propre récit écrit de Pierre sur le vol, des photos de l'avion endommagé après l'atterrissage. Le récit de Pierre était clinique, factuel, axé sur les détails techniques. Mais il y avait une phrase à la fin qui attira l'attention de Jean. Les enfants ont mieux géré la crise que prévu. Leur courage m'a rappelé pourquoi certains risques valent la peine d'être pris. En fin de compte, il ne s'agit pas des protocoles que nous suivons, mais des vies que nous sommes capables de sauver. Si j'avais suivi les procédures d'autorisation appropriées, ces 43 personnes seraient mortes. Je peux vivre avec une réprimande. Je ne pourrais pas vivre avec ça. Il n'y avait aucune mention spécifique de Valérie. Aucune indication que Pierre lui ait accordé une attention particulière ou ait reconnu quoi que ce soit de familier. Elle avait été un enfant parmi d'autres, une vie parmi 43. Importante parce qu'ils étaient tous importants, pas à cause d'un lien spécial. Ce qui était, pensa Jean, peut-être la partie la plus profonde de l'histoire. Pierre n'avait pas sauvé sa fille parce qu'elle était sa fille, il ne le savait pas. Il l'avait sauvée parce qu'elle était une enfant qui avait besoin d'être sauvée, et c'était suffisant. La pureté de cette motivation guida la décision de Jean. Il écrirait à Valérie demain. Il lui dirait tout. La recherche, les lettres, les missions, le vol au Cambodge. Il lui donnerait la photo d'elle bébé, les enregistrements vocaux des réflexions de Pierre, le rapport de mission qui documentait le jour où son père biologique lui avait sauvé la vie sans le savoir. Elle méritait de savoir. Pierre méritait qu'on se souvienne de lui. Et l'histoire méritait d'être terminée, même si cela arrivait des décennies trop tard. Jean s'assit au bureau de Pierre pendant 3 jours, composant et recomposant la lettre à Valérie. Le premier brouillon était trop formel, se lisant comme un document juridique. Le deuxième était trop émotionnel, noyé dans le sentimentalisme. Le troisième essayait trop d'être désinvolte et finissait par paraître insensé, un étranger prétendant avoir découvert l'histoire de la vie de son père biologique dans une maison qu'il avait achetée pour 10 €. Au quatrième brouillon, il avait trouvé un ton qui semblait juste, honnête, compatissant, respectueux du choix qu'elle aurait à faire d'interagir ou non avec cette information. Il l'écrivit à la main sur du bon papier qu'il avait acheté en ville. La tapée semblait faux,
trop impersonnel pour ce qu'il essayait de communiquer. Chère Madame Martin, mon nom est Jean Dubois. J'ai récemment acheté une propriété saisie dans la Drôme rurale qui appartenait à un homme nommé Capitaine Pierre Leclerc, décédé en 2018. En m'installant dans la maison, j'ai découvert un compartiment caché contenant des papiers personnels, des lettres et des enregistrements que le capitaine Leclerc a laissés derrière lui. Après de nombreuses recherches et réflexions, je crois que vous êtes la fille qu'il a passé une grande partie de sa vie à chercher. Je sais que cela doit être un choc, et je tiens à souligner que vous n'avez aucune obligation de répondre ou de vous engager avec cette information. Je vous écris parce que je crois que vous avez le droit de connaître l'histoire de votre père biologique, et parce que cette histoire est plus extraordinaire que nous n'aurions pu l'imaginer. J'ai joint des copies de plusieurs documents, dont une photo de vous bébé avec votre mère biologique et un rapport militaire déclassifié que je pense que vous trouverez significatif. Si vous souhaitez en savoir plus, je serais heureux de vous rencontrer et de partager ce que j'ai trouvé. La maison du capitaine Leclerc et toutes ses affaires sont ici, et vous êtes la bienvenue pour visiter quand cela vous semblera juste. Si vous préférez ne pas donner suite, je comprends tout à fait, et vous n'entendrez plus parler de moi. Avec mes respects, Jean Dubois. Il inclut son numéro de téléphone et l'adresse de la maison. Puis il fit des copies des documents clés, la photo du nourrisson, la lettre de 1995 où Pierre exprimait ses plus profonds regrets, et le rapport de mission au Cambodge avec le nom de Valérie sur le manifeste. Il plaça le tout dans une grande enveloppe et se rendit au bureau de poste pour l'envoyer en recommandé. L'employé, un homme plus âgé avec des lunettes de lecture, soupesa l'enveloppe. Document important. Très important, pour quelqu'un que je n'ai jamais rencontré. Eh bien, ils arriveront en toute sécurité. C'est à ça que sert le recommandé. Jean retourna à la maison dans un état d'anticipation nerveuse. Il l'avait fait. La lettre était partie. Quoi qu'il arrive ensuite, ce n'était plus de son ressort. Il se jeta dans le travail physique pour gérer l'anxiété. Le bureau était devenu un espace presque sacré, mais le reste de la maison avait besoin d'attention. Il reboucha les murs, remplaça les vitres cassées, nettoya des décennies de crasse sur les parquets. Le travail était méditatif, nécessitant juste assez de concentration pour empêcher son esprit de tourner en rond. Le soir, il continua d'explorer les affaires de Pierre. Il trouva des livres dans une douzaine de langues, preuve de l'engagement de Pierre à comprendre les gens qu'il aidait. Des grammaires khmères avec des notes dans les marges. Des guides de conversation vietnamiens, des listes de vocabulaire arabe. Un homme qui aurait pu simplement piloter les avions avait plutôt choisi d'apprendre, de se connecter, de voir l'humanité dans chaque mission. L'atelier derrière la maison révéla d'autres trésors. Des outils d'aviation, des pièces pour l'avion de tourisme, des carnets d'entretien montrant que Pierre avait maintenu l'avion en état de vol jusqu'en 2010 au moins. Après cela, les entrées s'arrêtaient. Trop vieux probablement, ou trop malade pour voler. Jean examina l'avion lui-même, en faisant le tour sous la bruine d'automne. C'était un bourreau de travail fiable, le genre d'avion que les pilotes de brousse aimaient pour sa simplicité et sa durabilité. Celui-ci avait été bien entretenu pendant des décennies, puis laissé aux intempéries et à la rouille les dernières années. Jean pouvait voir où Pierre avait fait des modifications, capacité de carburant supplémentaire, soutes renforcées, instruments améliorés. Un avion construit pour les missions, pas pour les vols d'agrément. 2 semaines après avoir envoyé la lettre, Bernard appela à nouveau. « J'ai réfléchi à ce que vous avez dit sur la fille de Pierre, » dit Bernard. « Et sur la pétition qu'il a déposée pour la reconnaissance des missions. J'ai passé quelques appels à des gens que je connais au ministère. La pétition est toujours dans le système, juste enterrée. Avec la bonne impulsion, elle pourrait être examinée. » Quel genre d'impulsion? L'attention des médias, une histoire humaine, des associations d'anciens combattants. Si on peut générer assez de pression, les mettre dans l'embarras de continuer à l'ignorer, ils devront répondre. Je ne sais pas si c'est quelque chose que je devrais, Pierre a sauvé plus de 200 personnes dans des vols non autorisés, interrompit Bernard. Des gens qui seraient morts s'il avait suivi le protocole. Il mérite d'être reconnu. Son équipage mérite d'être reconnu. Ne laissez pas la bureaucratie gagner. Jean promit d'y réfléchir. La conversation lui rappela que l'histoire de Pierre était plus grande que la simple recherche de Valérie. C'était une question de courage et de conscience, de choisir ce qui était juste plutôt que ce qui était facile. Nicolas appela ce soir-là avec de bonnes nouvelles.
Il avait réservé le voyage pour fin novembre, dans 2 semaines. Léo et Lucas étaient excités de voir la maison et l'avion. La femme de Nicolas, Caroline, voulait venir aussi. Juste pour te prévenir, dit Nicolas. Les garçons ont beaucoup de questions sur pourquoi papy a acheté une maison pour 10 €. J'ai quelques réponses pour eux. Pas toutes bonnes, mais honnêtes. C'est tout ce qu'on peut demander. Après avoir raccroché, Jean traversa la maison, la voyant à travers les yeux de ses petits-fils. L'avion de tourisme fascinerait Léo. Il pouvait déjà imaginer les questions sur son fonctionnement, où il avait volé. Les outils dans le garage plairaient à Lucas, qui, selon Nicolas, commençait à s'intéresser à la construction. Peut-être qu'ils pourraient travailler sur la voiture de collection ensemble. Ce serait un projet, quelque chose à faire de ses mains aux côtés de son petit-fils, transmettant des compétences comme il avait essayé de le faire avec Stéphane toutes ces années auparavant. La réponse de Valérie arriva un jeudi matin, 3 semaines après qu'il eut envoyé sa lettre. Les mains de Jean tremblaient en ouvrant l'enveloppe, debout au milieu de l'allée où le facteur la lui avait remise. La lettre était manuscrite, 2 pages sur du papier de couleur crème. Cher monsieur Dubois, j'ai reçu votre lettre et j'ai passé la semaine dernière à digérer les informations que vous avez partagées. J'ai toujours su que j'avais été adopté. Mes parents, Antoine et Hélène Girard, étaient des gens merveilleux qui ne m'ont jamais caché ce fait. Ils sont décédés il y a des années, et je me suis souvent interrogé sur mes parents biologiques, mais je n'ai jamais vraiment osé chercher. Cela semblait déloyal d'une certaine manière. Votre lettre change tout. La photo de ma mère biologique. J'ai son sourire, ses mains. Le rapport de mission m'a laissé sans voix. J'ai de vagues souvenirs de ce vol depuis le Cambodge, d'avoir eu peur et froid, d'un pilote qui a été gentil avec moi. Apprendre que ce pilote était mon père biologique. Je n'ai pas de mots pour ce que cela signifie. J'aimerais beaucoup vous rencontrer et voir la maison où mon père a vécu. J'ai besoin de temps pour digérer cela, pour en discuter avec mon mari et mes enfants. Est-ce que dans 2 semaines cela vous conviendrait? Je viendrai en voiture d'Annecy. C'est presque trop incroyable pour être vrai, mais je vous suis reconnaissante d'avoir pris le temps de me trouver et de me raconter cette histoire. Quoi qu'il arrive, merci. Sincèrement, Valérie Girard-Martin. Jean lut la lettre 3 fois, puis rentra dans la maison et s'assit dans le bureau un long moment, tenant les mots de Valérie et sentant le poids de ce qui allait se passer. Dans 2 semaines, la fille de Pierre Leclerc entrerait dans cette maison. Elle verrait la vie de son père exposée en photographie, en lettres et en carnet de vol. Elle entendrait sa voix sur les enregistrements. Elle apprendrait que l'homme qui l'avait abandonnée à la naissance avait passé des décennies à la chercher et, sans le savoir, lui avait sauvé la vie. C'était presque trop symétrique, trop significatif. Mais c'était réel. C'était arrivé. Et maintenant, il était de la responsabilité de Jean d'honorer à la fois la mémoire de Pierre et le besoin de vérité de Valérie. Il commença à préparer le bureau, organisant tout chronologiquement pour que l'histoire se déroule naturellement. Il nettoya le reste de la maison plus en profondeur, voulant qu'elle paraisse accueillante plutôt qu'abandonnée. Il travailla même sur le jardin, dégageant une partie de la végétation envahissante, créant des chemins à travers la nature sauvage. 2 semaines. 2 semaines avant que l'histoire ne trouve sa fin. Le jour arriva, froid et clair, fin d'automne pressant vers l'hiver. Jean était réveillé depuis 5 heures, vérifiant et revérifiant le bureau, faisant du café qu'il était trop nerveux pour boire, redressant des cadres qui n'en avaient pas besoin. Il avait disposé les documents de Pierre sur le bureau dans un ordre minutieux, le carnet de vol d'abord, puis les lettres chronologiquement, puis les photographies, et enfin le rapport de mission. Chaque élément racontait une partie de l'histoire, et ensemble, ils formaient un récit d'amour, de perte et de rédemption inattendue. À 14 heures, une voiture argentée entra dans l'allée. Jean observa depuis la fenêtre une femme sortir du côté passager, suivie d'un homme du côté conducteur. Valérie Girard-Martin avait 58 ans, de taille moyenne, avec des cheveux grisonnants attachés en tresse. Elle portait un jean et une veste polaire, des vêtements pratiques pour un long trajet. Mais c'était son visage qui coupa le souffle de Jean, la structure osseuse, le regard, la façon dont elle regardait la maison avec un mélange de curiosité et d'appréhension. Elle avait les yeux de Pierre, la même expression pensive que Jean avait vue sur les photos de vol, la même intensité tranquille. Il ouvrit la porte avant qu'il n'atteigne le porche. Madame Martin. Valérie, s'il vous plaît.
Sa voix était douce, mesurée, une voix d'infirmière en soins palliatifs, entraînée à apporter le calme dans les moments difficiles. Voici mon mari, Olivier. Olivier était grand et solide, avec des yeux bienveillants et une posture protectrice à côté de sa femme. Ils se serrèrent la main, avec la maladresse d'étrangers se rencontrant dans des circonstances profondes. « Merci d'être venu, dit Jean. Entrez, s'il vous plaît. » Il leur fit faire le tour lentement, laissant Valérie donner le rythme. Elle se déplaçait silencieusement dans les pièces, touchant les cadres de porte et les rebords de fenêtres, s'imprégnant de l'espace où son père biologique avait vécu. Le salon avec ses meubles délavés et ses photos d'aviation au mur. La cuisine avec des cartes encore épinglées au-dessus de la table, marquant des endroits où la plupart des gens n'iraient jamais. Le couloir tapissé d'autres photos. Pierre avec des équipages. Pierre debout à côté d'avions. Pierre serrant la main de Jean dans des lieux lointains. Il voyageait tellement, dit doucement Valérie, étudiant une photo de Pierre devant un hangar quelque part sous les tropiques. Il faisait principalement des missions humanitaires après sa retraite de l'armée. Toujours en mouvement, toujours ailleurs. Il n'y avait aucun jugement dans sa voix, juste une observation. Mais Jean entendit le sous-texte. Un homme toujours ailleurs ne pouvait pas être ici. Ne pouvait pas être présent pour les choses qui comptent. Ils atteignirent le bureau et Valérie s'arrêta sur le seuil. La lumière de l'après-midi tombait en biais par les fenêtres, illuminant les grains de poussière et les documents soigneusement disposés sur le bureau. C'était le cœur de la chose. La pièce où Pierre avait vécu avec ses regrets et ses souvenirs. C'est ici que j'ai tout trouvé, dit Jean. Derrière cette bibliothèque, il y a un panneau caché. Valérie se dirigea vers le panneau, maintenant ouvert, et passa ses doigts le long du bord. Il a caché ces choses. Je pense qu'il voulait qu'elles soient trouvées, un jour, par quelqu'un. Peut-être par vous. Elle se tourna vers le bureau, vers les documents que Jean avait étalés. Ses mains planèrent au-dessus du carnet de vol avant de s'y poser, l'ouvrant à une page au hasard. L'écriture de Pierre remplissait les pages, précise et disciplinée. « Puis-je » demanda-t-elle. « Tout ce qui est ici est à vous si vous le voulez. Je ne suis que le gardien. » Valérie s'assit dans le fauteuil de Pierre et commença à lire. Olivier se tenait derrière elle, une main sur son épaule. Jean s'excusa pour faire du thé, leur laissant de l'intimité pour la première lecture. Quand il revint 20 minutes plus tard, Valérie était passée aux lettres. Elle pleurait silencieusement, des larmes coulant sur son visage alors qu'elle lisait les mots de son père datant de décennies. Olivier avait approché une autre chaise à côté d'elle, lisant par-dessus son épaule. Jean posa le thé sur le bureau et s'apprêta à partir. Mais Valérie leva les yeux. « Restez. S'il vous plaît. Vous faites aussi partie de cette histoire. » Alors il s'assit dans la troisième chaise et attendit pendant qu'elle lisait. Il observa son visage alors qu'elle parcourait la progression des lettres. Voyant son expression passer de la tristesse à quelque chose de plus complexe, le deuil de ce qui était perdu, la colère peut-être face au choix fait. La compréhension s'insinuant en périphérie. Elle prit la photo d'elle bébé, tenue par Françoise. Elle avait l'air si jeune. 20 ans, d'après les notes de Pierre. Juste une fille, vraiment, faisant un choix impossible. Valérie reposa la photo avec soin. Mes parents, les Girard, m'ont dit que ma mère biologique m'aimait beaucoup. Que m'abandonner était la chose la plus difficile qu'elle ait jamais faite. J'imaginais son visage, je me demandais à quoi elle ressemblait. Une pause. J'ai son sourire. Oui. Et ses yeux. Elle prit une des photos de vol, la tenant à côté de son visage. On a dû lui dire ça. Quand j'étais bébé, on a dû lui dire « Elle a tes yeux ». Olivier serra son épaule. Valérie prit une profonde inspiration et prit le rapport de mission. Elle lut la page de garde, le front plissé. Évacuation Cambodge 1973. Elle regarda Jean. J'y étais. Je me souviens d'avoir été au Cambodge. Nous sommes partis à la hâte. Je n'ai pas compris pourquoi. Mes parents avaient peur mais essayaient de ne pas le montrer. Le manifeste est à la page 3. Valérie tourna les pages, parcourant la liste. Quand elle trouva son nom, elle devint très calme. Girard, Valérie M. 6 ans. Sa voix était à peine un murmure. Française,
fille d'Antoine et Hélène Girard, missionnaires. Elle le lut encore et encore, puis leva les yeux vers Jean avec quelque chose comme un choc dans le regard. Il m'a sauvé. Mon père biologique, c'est lui qui a piloté cette mission. Oui. Le 18 novembre 1973. Il a volé au Cambodge sans autorisation, a évacué 43 personnes, dont votre famille, et vous a tous amenés en sécurité en Thaïlande. Panne de moteur, tir du sol, atterrissage d'urgence. Il a failli mourir en vous faisant sortir. Mais il ne le savait pas. Il ne savait pas que j'étais sa fille. Non, je ne pense pas qu'il l'ait jamais su. Valérie posa le rapport, les mains tremblantes. Elle se leva, alla à la fenêtre, regarda l'avion de tourisme dans le jardin. Olivier la suivit, son bras autour de sa taille. « Cet avion » demanda-t-elle. « Le même, je crois, ou un très similaire. » Je m'en souviens. Je m'en souviens. Elle porta la main à sa bouche. Il y avait un pilote qui m'a donné sa veste. J'avais froid et je pleurais, et il a enroulé sa veste autour de moi. Il m'a dit de regarder les nuages, d'être courageuse. Il sentait le café et avait des mains douces. Sa voix se brisa. C'était lui. C'était mon père. Et je ne le savais pas. Il ne le savait pas. Valérie resta longtemps à la fenêtre. Son mari à ses côtés. Tous deux silencieux. Jean attendit, comprenant que certains moments avaient besoin d'espace. Finalement, elle se retourna vers le bureau. Vous avez mentionné des enregistrements dans votre lettre. 3 cassettes. Des enregistrements vocaux que Pierre a faits. Des réflexions sur ses missions et sa vie. Je n'ai pas encore écouté la 3e. Vous attendiez pour moi. Cela semblait juste. Valérie retourna à sa chaise, Olivier rapprochant la sienne. Jean récupéra le vieux magnétophone sur l'étagère et inséra la 3e cassette, celle qu'il avait gardée. Ses mains étaient stables maintenant, la détermination l'emportant sur la nervosité. Celle-ci est datée de 1989, dit-il. 22 ans après votre naissance. Il appuya sur lecture. Le grésillement crépita, puis s'éclaircit. La voix de Pierre Leclerc emplit le bureau, plus âgé que dans les enregistrements précédents. Usé mais paisible. Novembre 1989. J'ai 52 ans aujourd'hui, et je suis fatigué. Pas physiquement, bien que mon dos me fasse mal et que mes mains ne soient plus aussi stables qu'avant. Fatigué de chercher. Fatigué d'espérer. Fatigué de porter ce poids. Valérie se pencha en avant, les yeux fixés sur le lecteur de cassette comme si elle pouvait voir son père à travers lui. J'ai passé 22 ans à te chercher, Valérie. 22 ans d'enquêteur privé, de dossiers scellés et de portes qui ne s'ouvrent pas. J'ai volé aux 4 coins du monde, sauvé des centaines de vies, et je ne peux toujours pas trouver la seule personne que j'ai besoin de trouver. C'est peut-être l'univers qui me dit quelque chose. Peut-être que tu n'as pas besoin d'être trouvé. Peut-être que tu es heureuse quelque part, menant une bonne vie, et que mon arrivée ne ferait que compliquer les choses. Une longue pause. Le son d'une respiration. J'ai réfléchi à ce que signifie être un père. Je suis parti avant ta naissance parce que j'avais 19 ans et j'étais terrifié. Ta mère en avait 20 et était plus courageuse que nous deux. Elle t'a tenu dans ses bras, t'a donné un nom, puis a fait le choix de te donner à des gens qui pouvaient fournir ce que nous ne pouvions pas. J'ai passé la moitié de ma vie à essayer de prouver que je ne suis pas le lâche qui s'est enfui. Mais peut-être que fuir était la chose la plus courageuse que j'ai faite. Peut-être que savoir que je ne pouvais pas être ce dont tu avais besoin était plus honnête que de rester et de te décevoir. La main de Valérie couvrit sa bouche, les larmes coulant librement maintenant. Chaque mission que je vole, chaque enfant que j'aide à évacuer du danger, je me demande s'il est comme toi. Je me demande si tu es en sécurité quelque part. Si tu es aimée, si tu sais comment être courageuse. J'espère que tes parents t'ont appris ça. J'espère qu'ils t'ont donné tout ce que je ne pouvais pas. D'une certaine manière, chaque enfant que je sauve, c'est toi. Chaque visage effrayé levé depuis un camp de réfugiés ou une zone de catastrophe. C'est toi à 6, 10 ou 15 ans. Je ne peux pas te sauver parce que tu n'as pas besoin d'être sauvé. Mais je peux les sauver eux. Peut-être que c'est assez.
Peut-être que la rédemption ne consiste pas à réparer ce qu'on a cassé. Peut-être qu'il s'agit d'empêcher la prochaine chose de se briser. La voix de Pierre devint plus douce. Valérie, si jamais tu entends ça, sache que j'ai pensé à toi chaque jour. Pas avec regret, exactement. Bien qu'il y en ait beaucoup. Mais avec amour. L'amour d'un père à distance, ce qui est peut-être la même chose que de ne pas t'aimer du tout, mais c'est ce que j'ai à offrir. J'espère que tu as été heureuse. J'espère que tu as eu une bonne vie. C'est tout ce qu'un père peut vraiment vouloir pour son enfant. Et peut-être, d'une petite manière, le travail que j'ai fait a rendu le monde un peu plus sûr pour toi, même si nous ne nous rencontrons jamais. Une autre pause, plus longue cette fois. Je vais arrêter de chercher maintenant. Non pas parce que je ne m'en soucie pas, mais parce que se soucier ne signifie pas poursuivre. Parfois, l'amour signifie lâcher prise. Tu as 52 ans quelque part, vivant ta vie. J'ai 52 ans ici, apprenant à vivre avec la mienne. C'est peut-être assez. Ça doit l'être. Un clic. Silence. La bande continua de tourner. Finalement, j'entendis la main et l'arrêta. Valérie pleurait ouvertement maintenant, Olivier la tenant dans ses bras. Le son de ses pleurs emplit le bureau, pas des sanglots durs, mais le chagrin profond et déchirant d'une perte qu'elle n'avait jamais su qu'elle avait. Il a abandonné, dit-elle enfin. Il a arrêté de chercher. Il a accepté, dit doucement Jean. Il y a une différence. Mais j'étais juste là. J'étais à Annecy, à quelques heures de route. S'il avait continué à chercher, s'il avait essayé un peu plus fort, vous n'auriez peut-être pas voulu être trouvé. Il avait raison sur ce point. Vous aviez des parents que vous aimiez. Une bonne vie. Son arrivée n'aurait peut-être fait que compliquer les choses. Valérie s'essuya les yeux. J'aimerais pouvoir lui parler de ma vie, de qui je suis devenu. J'aimerais qu'il sache que je vais bien, que ses inquiétudes étaient justifiées. J'ai été aimée. J'ai été heureuse. Il le savait, dit doucement Olivier. Dans son cœur, il le savait. C'est pour ça qu'il a pu lâcher prise. Ils restèrent en silence un moment. Puis Valérie demanda, et le vol au Cambodge? C'était quand? Jean consulta le rapport de mission. Novembre 1973. 14 ans avant cet enregistrement. Donc il m'a sauvé, m'a mise en sécurité, n'a jamais su qui j'étais, puis a passé 16 ans de plus à chercher. Valérie rit, un son court et brisé. L'ironie cosmique. Ou la grâce cosmique, proposa Jean. Il a pu être votre père quand ça comptait le plus. Vous aviez besoin d'être sauvé et il vous a sauvé. Vous aviez besoin de réconfort et il vous a réconforté. Le fait qu'il ne le sache pas, peut-être que ça rend la chose plus pure. Il vous a aidé parce que vous aviez besoin d'aide, pas à cause de la biologie. Valérie reprit le rapport de mission, lisant la section sur le vol. Son doigt traça la description des actions de Pierre, la panne de moteur, les tirs, l'atterrissage d'urgence. Il a tout risqué pour cette mission. Pour ces 43 personnes. Dont moi. Elle regarda Jean. Pourquoi avez-vous fait ça? Pourquoi m'avez-vous cherché? Fini son histoire? Jean pensa à ses propres enfants. Aux distances qu'il avait laissé grandir. Aux lettres de Pierre et aux leçons qu'elles contenaient. Parce que certaines histoires méritent d'être terminées, dit-il. Et parce que je me suis vu en lui. Un père qui aimait mais ne pouvait pas se connecter. Il n'a jamais eu la chance de réparer ça. Moi, si. Valérie tendit la main par-dessus le bureau et prit la sienne. Alors réparez-le, dit-elle. Ne faites pas ces erreurs. N'attendez pas qu'il soit trop tard. 3 mois plus tard, la maison avait une autre allure. Pas restaurée, exactement. Cela prendrait des années et plus d'argent que j'en en avais. Mais vivante. La véranda ne s'affaissait plus. Les fenêtres cassées étaient remplacées. Le jardin avait été suffisamment défriché pour voir les os de la propriété, l'aspect qu'elle aurait pu avoir lorsque Pierre l'avait acheté des décennies plus tôt. Le printemps était arrivé tôt, apportant du vert au pin et des fleurs sauvages dans les espaces dégagés. L'avion de tourisme était toujours dans le jardin, mais maintenant il était nettoyé et repeint, un monument plutôt qu'une relique. La voiture de collection se tenait à côté,
capot relevé, des outils éparpillés autour, là où Jean et son petit-fils Lucas avaient travaillé. Aujourd'hui, les deux familles se réunissaient. Les enfants et petits-enfants de Jean, et la famille de Valérie. 15 personnes au total, liées par l'histoire d'un homme qu'aucun d'eux n'avait connu, mais qui avait façonné toute leur vie. Jean se tenait sur le porche, regardant les voitures arriver. Nicolas d'abord, avec Caroline et les garçons. Léo sauta et courut directement à l'avion. Lucas suivit plus lentement, scrutant déjà le moteur de la voiture avec l'œil critique d'un jeune mécanicien en apprentissage. Sandrine arriva ensuite, l'air moins pressé que d'habitude. Sa fille, Chloé, avait 12 ans et fut immédiatement attirée par les fleurs sauvages qui éclosaient dans le jardin. Stéphane arriva en dernier, ses jumelles sortant de la voiture dans un chaos d'énergie et de questions. « Papy !» crièrent-elles à l'unisson, et Jean sentit sa gorge se serrer. Quand avait-elle commencé à l'appeler papy au lieu du formel grand-père que leurs parents leur avaient appris? La voiture de Valérie se gara alors que Jean serrait ses petits-enfants dans ses bras. Elle sortit avec Olivier, suivi de ses 3 enfants adultes et de leur famille, 7 petits-enfants au total entre eux, âgés de 3 à 15 ans. Les adultes se serrèrent la main et firent les présentations. Les enfants, de cette manière magique qu'ont les enfants, commencèrent simplement à jouer ensemble comme s'ils s'étaient toujours connus. « Bienvenue, dit Jean à tout le monde. Entrez. Il y a beaucoup à voir. » Il avait préparé le bureau avec soin, créant un mémorial à pierre. Les photographies étaient maintenant correctement encadrées, accrochées dans l'ordre chronologique, montrant la progression de Pierre de jeune pilote à vétéran buriné. Les carnets de vol étaient exposés dans une vitrine que Jean avait construite. Les lettres, certaines d'entre elles, étaient également encadrées. Les mots de Pierre conservés derrière une vitre. Et sur le bureau, à une place d'honneur, se trouvait le rapport de mission et la photo de la petite Valérie avec sa mère. Les enfants de Valérie se rassemblèrent autour de ces objets, lisant les mots de leur grand-père pour la première fois. Jean observa leurs visages alors qu'ils absorbaient l'histoire, la recherche, les missions, le vol au Cambodge où Pierre avait sauvé leur mère sans le savoir. « C'est incroyable, » dit le fils aîné de Valérie. C'était un héros. Il était compliqué, corrigea doucement Valérie. Les héros le sont souvent. Nicolas se tenait à côté de Jean, regardant les expositions. Tu as fait tout ça. Il le fallait. Son histoire devait être racontée. Et la tienne, papa? Qu'est-ce que tu racontes? Jean regarda son fils. Je suis encore en train de le découvrir. Mais je sais qu'elle se termine pas avec moi seul dans cette maison. Ils sortirent pour le barbecue. Olivier et Stéphane s'occupaient du grill, échangeant des histoires sur leurs femmes et trouvant un terrain d'entente dans la perplexité d'aimer des femmes fortes. Les enfants jouaient à des jeux élaborés impliquant l'avion et la voiture, leur imagination transformant le jardin en aventure. Sandrine approcha Jean alors qu'il disposait les assiettes. « Je te dois des excuses. »« Tu ne me dois rien. »« Si. Quand tu as acheté cet endroit, j'ai pensé que tu faisais une sorte de crise. Que tu nous fuyais. Peut-être un peu. Mais je ne fuyais pas. Je courais vers quelque chose. La compréhension peut-être. Ou un but. J'ai trouvé les deux, admit Jean. Dans l'histoire d'un homme mort et une fille qui avait besoin de savoir qu'elle était aimée. Sandrine regarda de l'autre côté du jardin Valérie, qui riait de quelque chose qu'un des enfants avait dit. Elle a l'air merveilleuse. Elle l'est. Elle est devenue tout ce que Pierre espérait qu'elle serait. Elle aide les gens en fin de vie, leur donne dignité et réconfort. D'une certaine manière, elle a continué sa mission sans le savoir. Penses-tu qu'il serait fier? Je pense qu'il serait reconnaissant, et humble, et probablement toujours coupable. Parce que c'est ce que font les pères. Porteurs la culpabilité pour toutes les façons dont nous manquons à nos enfants. Sandrine lui toucha le bras. Tu ne nous as pas manqué, papa. Tu étais là. Peut-être pas parfaitement, mais tu étais là. Plus tard, alors que le soleil déclinait vers le soir, tout le monde se rassembla sur le porche. Les adultes étaient assis sur des chaises que Jean avait empruntées et réparées. Les enfants étaient étalés sur les marches et la pelouse. Valérie se leva et s'éclaircit la gorge. « Je veux remercier Jean de nous avoir tous réunis, dit-elle. D'avoir terminé l'histoire de mon père. D'avoir fait en sorte que la vie de Pierre Leclerc ait un sens au-delà des missions qu'il a effectuées.
Elle brandit une lettre arrivée ce matin-là. L'armée a approuvé la pétition de reconnaissance. En juin, il y aura une cérémonie aux Invalides. Pierre et son équipage seront honorés pour les missions humanitaires qu'ils ont effectuées. Plus de 200 vies sauvées en 2 décennies de service. Des applaudissements éclatèrent. Valérie attendit que le calme revienne. Mais plus que cela, je suis reconnaissante pour ceci. Elle fit un geste vers le rassemblement, les 2 familles réunies. Mon père a passé sa vie à chercher une connexion et ne l'a jamais trouvée. Mais son histoire nous a tous amenés ici. Elle nous a rappelé ce qui compte. Elle nous a donné une seconde chance de bien faire les choses. Elle regarda Jean. Il t'aurait bien aimé. Vous êtes tous les 2 des hommes qui comprennent qu'il n'est jamais trop tard pour finir ce qu'on a commencé. Alors que le soir tombait, Jean regardait les familles se mélanger. Ses petits-enfants apprenant un jeu aux petits-enfants de Valérie. Ses enfants riant avec les siens. Nicolas et Valérie en pleine conversation sur la paternité et le pardon. La maison brillait de lumière à chaque fenêtre. L'avion de tourisme montait la garde dans le jardin. Et quelque part dans le bureau, la voix de Pierre Leclerc attendait sur une cassette la prochaine personne qui aurait besoin d'entendre que l'amour, même imparfait et distant, comptait toujours pour quelque chose. Jean pensa à l'homme seul qui s'était assis à ce bureau, écrivant des lettres qui n'avaient jamais été envoyées. Et il pensa au rassemblement sur son porche, preuve qu'aucune histoire n'était jamais vraiment terminée, que chaque fin pouvait devenir un commencement si quelqu'un se souciait assez de la mener à bien. Parfois, les maisons que nous achetons pour 10 € nous achètent en retour.